J'aimerais aborder avec vous dans les prochaines minutes le cancer du sein métastatique à chair de nœud positif. Tout d'abord, on sait qu'au Canada, chaque année, il y a au-delà de 27 000 cas de cancer du sein. De ces cas, 15 à 20 des cancers seront à chair de nœud positifs. Malheureusement, une femme sur 4 atteinte d'un cancer du sein précoce à chair de nœud positif présentera une rechute, progressera ou même décédera dans les prochains 10 ans du diagnostic. 7 des patientes avec un cancer du sein à chair de nœud positif vont se présenter avec une maladie métastatique au diagnostic. Que signifie à chair de nœud positif? HER est une protéine présente normalement dans l'organisme dont on en retrouve au niveau des canaux galactophores du sein. Il s'agit d'un récepteur transmembranaire impliqué dans la régulation de la prolifération cellulaire. Lorsque la cellule devient cancéreuse, il peut arriver que le nombre de récepteurs à chair de nœud augmente à la surface en réponse à un nombre accru de gènes et va favoriser la croissance des cellules. On dit que les cellules surexpriment le HER2. Les cellules peuvent exprimer aussi en même temps des récepteurs œstrogéniques ou progestatifs et à ce moment-là, on dit que le cancer est triple positif. Vous avez ici une diapo qui illustre une cellule normale face à une cellule cancéreuse qui surexprime le récepteur à chair de nœud en réponse à un nombre accru de gènes à l'intérieur du noyau. Comment allons-nous prouver que le cancer est HER2? HER signifie Human Epidermal Growth Receptor Factor. HER2, en fait, est une protéine exprimée à la surface des cellules cancéreuses chez 15 à 20 des cancers du sein invasifs et même de façon plus élevée chez les femmes de moins de 40 ans jusqu'à 30 Cette protéine a été découverte dans la fin des années 80 et était associée à une forme plus agressive de cancer du sein. Tout d'abord, le pathologiste va procéder à une coloration, immunohistochimie, afin de voir s'il y a une surexpression du HER2 à la surface des cellules cancéreuses. Lorsque cette coloration ne montre pas de surexpression, on dit que le test est négatif. Lorsqu'il y a une expression très augmentée, le test est positif, soit HER3+, et lorsqu'il y a un doute, le pathologiste va faire un test supplémentaire pour déterminer le nombre de gènes, de copies de gènes à l'intérieur du noyau cellulaire. Il va procéder par amplification du gène, par hybridation in situ, par FISH, à l'aide d'une sonde, surtout pour les patientes finalement qui sont en immunohistochimie douteux. Ce test est plus long, plus complexe et plus coûteux, ce qui peut entraîner parfois des délais pour obtenir le rapport final de pathologie. On suggère aussi aux femmes qui présentent des métastases après avoir eu un cancer du sein précocement dans le passé d'obtenir une nouvelle biopsie des métastases. La raison étant que chez 15 à 20 des cancers du sein métastatique, les marqueurs peuvent être modifiés avec le temps. Donc, une patiente qui était HER2 positif pourrait devenir HER2 positif par la suite. Vous voyez ici, dans cette illustration, les différentes molécules qui sont accessibles. Principalement les molécules les plus connues, qui sont des anticorps, soit le trastuzumab, le pertuzumab, qui agissent à la surface au niveau des récepteurs à la surface des cellules. Deuxièmement, vous avez les anticorps conjugués, qui sont assez nouveaux, soit le TDM1 et le TDXT, qui sont des anticorps, soit le trastuzumab, jumelés à des molécules de chimiothérapie. Les molécules de chimiothérapie vont être internalisées et vont aller agir au niveau du noyau cellulaire pour empêcher la croissance des cellules et les détruire. Et finalement, vous avez les plus petites molécules qui se prennent par la bouche, qui doivent être jumelées à de la chimiothérapie, soit l'apatinib, nératinib, tucatinib, qui, eux, vont agir sur les voies de signalisation et aussi empêcher la croissance des cellules tumorales. Donc, si on refait le tour au niveau des mécanismes d'action des molécules, on a les anticorps anti-HER2 qui se lient à la partie externe du récepteur et empêchent les signaux de croissance tumorale et vont augmenter l'attaque des cellules immunes, soit l'herceptin, le Perjeta,
Maintenant, il y a plusieurs biosimilaires sur le marché. Vous avez les inhibiteurs HR2 qui vont bloquer à l'intérieur des cellules les signaux de croissance, soit les molécules orales, telles que mentionnées l'apatinib, nératinib, tucatinib. Et finalement, vous avez les anticorps conjugués, qui sont des anticorps, le trastuzumab, jumelés à des molécules de chimiothérapie, qui vont permettre aux molécules de chimio d'entrer dans la cellule et d'aller détruire les noyaux et empêcher la croissance des cellules tumorales. Quels sont les bénéfices de ces traitements sur votre vie à court et à long terme? Dans une étude évaluant les taxanes avec le trastuzumab, le pertuzumab, l'étude Cléopatra, utilisée en première ligne métastatique, on a observé que 37% des femmes avec un cancer du sein métastatique étaient vivantes à 8 ans, ce qui était nettement supérieur aux femmes qui n'avaient pas eu l'association des deux anticorps avec le pertuzumab, mais juste une taxane avec le trastuzumab, et que 50% des femmes étaient vivantes à plus de 67 mois. Une fois terminés les 6 premiers cycles de chimiothérapie administrés aux 3 semaines en première ligne, les 2 autres anticorps vont être poursuivis intraveineux aux 3 semaines jusqu'à progression, avec ou sans bloqueur hormonal selon le statut des récepteurs hormonaux. Un suivi radiologique sera fait aux 3 mois pour évaluer la réponse, ainsi qu'un suivi de la fonction cardiaque, étant donné que le Herceptin, le Perjeta, peuvent entraîner des dysfonctions cardiaques. Lors de la progression, le TDM1 sera offert en 2e ligne et avec un tel traitement, on observe plus de 60% de survie à 2 ans. Et l'arrivée de nouveaux traitements pourrait même améliorer le pronostic. On voit ici une illustration qui démontre, avec l'étude Cléopatra, utilisant le pertuzumab, trastuzumab et le taxotere docetaxel en première ligne, tel que mentionné, à 8 ans, une survie de 37% par rapport à 23% aux femmes qui n'avaient pas reçu le pertuzumab en association avec les 2 autres médicaments, avec une survie médiane de 57 mois versus 40 mois. Quel est le meilleur traitement et comment choisir? On doit se baser sur les traitements reçus dans le passé pour la maladie locale et les délais avant la rechute. On doit aussi se baser sur la performance de la patiente et les autres problèmes de santé, cardiaques, neurologiques ou autres. On doit aussi se baser sur l'étendue de la maladie. On doit aussi regarder les guides de pratique nationaux, internationaux, basés sur des données probantes. Et on doit aussi regarder les modalités de remboursement de la RAMQ et les programmes d'accès spéciaux. Vous avez ici illustré des recommandations selon un guide de pratique qui a été créé par des experts américains et sur lesquels beaucoup de cliniciens vont se baser. Donc, tel que déjà mentionné, la première ligne, souvent constituée d'une taxane avec les 2 anticorps pertuzumab et trastuzumab, une 2e ligne, souvent à base de trastuzumab emtansine, soit le TDM1, et une 3e ligne où vous avez plusieurs possibilités. Je vais revenir avec 2 de ces possibilités qui sont assez récentes. Donc, après une progression, après une première ligne et 2e ligne de traitement, quels sont les choix possibles? Donc, depuis tout récemment, nous avons accès au tucatinib qu'on doit associer à l'Herceptin et à la capecitabine, qui est une chimio orale, via un programme de soutien. Évidemment, les patients doivent avoir eu les 2 premières lignes de traitement à base de taxane et suivi de TDM1 pour pouvoir avoir accès à cette combinaison. L'ajout du tucatinib, qui est une molécule orale aux 2 autres médicaments, va permettre d'augmenter de façon significative la survie à 2 ans, même chez des patientes avec métastase au cerveau déjà traitées ou non, et à 1 an, on réduisait de 50% le risque de progression avec cette combinaison. Le 2e médicament est le trastuzumab deruxtecan, qui est accessible maintenant par un programme compassionnel, mais on doit, encore une fois, avoir progressé avec le TDM1 et on ne doit pas avoir de problème pulmonaire et ne pas avoir de métastase cérébrale symptomatique non traitée. Le mécanisme d'action du deruxtecan
comme j'ai déjà mentionné, est un anticorps conjugué qui a démontré son efficacité chez des femmes à chair de nœud déjà traitées et qui, actuellement, chez des femmes qui ont déjà reçu le TDME. C'est une obligation pour avoir accès à ce médicament. Un des mécanismes, une des raisons pour lesquelles on pense que ce médicament est peut-être plus efficace, c'est l'association de plusieurs molécules de chimiothérapie à l'anticorps. On sait qu'au niveau du TDME, il y a à peu près 3 molécules de chimio associées à l'anticorps et pour le TDX, on peut en retrouver jusqu'à 8. Donc, le TDXD est approuvé par le Food and Drug américain pour le traitement des patientes avec cancer non opérable métastatique qui ont déjà eu 2 régimes anti chair de nœud suite à une étude qui a été publiée de phase 2. Tout récemment, lors du dernier congrès européen, il y a eu une présentation destinée 03 où on a comparé le TDXD au standard en deuxième ligne TDME chez des patientes métastatiques et on a démontré que le TDXD montrait une différence significative et un bénéfice clinique sur la survie sans progression avec une diminution de 72 % du risque de progression ou de décès par rapport au TDME chez des patientes déjà traitées à chair de nœud métastatique avec taxane et trastuzumab. Les bénéfices observés étaient dans tous les sous-groupes, patientes qui avaient des atteintes du foie ou du poumon, ou même des atteintes cérébrales, avec une réponse de 80 % avec le TDXD versus 34 % avec le TDME, et surtout une amélioration de la survie sans progression à 1 an et à 2 ans. Les données de survie globale sont encore trop immatures. Les profils de sécurité sont comparables au niveau des 2 agents avec un taux semblable de toxicité de grade 3. Les investigateurs, lors de ce congrès, ont conclu que les résultats supportaient le TDXD comme nouveau standard en deuxième ligne. Cependant, les résultats ne sont pas encore publiés. Les toxicités les plus fréquentes avec les inhibiteurs de tyrosine kinase dans les essais cliniques, soit le nératinib, la patinib, ducatinib, et la diarrhée. Les toxicités les plus fréquentes avec les anticorps jumelés, entre autres avec le deruxtecan, sont la neutropénie, l'anémie, les nausées, et la raison la plus fréquente d'arrêt du médicament était la pneumonite interstitielle chez 8 %. Pour l'emtemsine, le TDME, la thrombopénie, la fatigue et l'élévation des enzymes hépatiques sont les effets secondaires les plus fréquents. Tel que mentionné, un effet secondaire particulier qu'on retrouve rarement avec la chimiothérapie, soit les inflammations pulmonaires, pneumonite interstitielle, a été décrit avec le deruxtecan. Donc, il faut aviser nos patientes et les cliniciens qu'advenant une toux, un essoufflement inexpliqué, que ceci doit être mentionné à leur clinicien parce que le médicament doit cesser à ce moment-là et de la cortisone doit être administrée. Il y a aussi parfois des réactions associées à l'infusion, sous forme de fièvre ou de frissons. En conclusion, depuis la découverte du récepteur à chair de nœud chez 15 à 20 % des femmes avec cancer du sein qui prédisait un mauvais pronostic initialement, la découverte de nombreux traitements ciblés, utilisés de plus en plus précocement dans la trajectoire de soins des femmes, a permis de modifier le pronostic de façon nettement favorable. La participation des patientes au protocole de recherche a permis de démontrer de façon probante les bénéfices ainsi que la gestion des effets secondaires. J'espère que cette courte présentation vous permettra de mieux comprendre et de pouvoir discuter aussi les traitements proposés par votre médecin. Je tiens de plus à remercier l'équipe de Bravoure de nous avoir donné l'opportunité de faire cette courte présentation.